Le mieux, dans un monde idéal, c'est de commencer dès la sortie des études, dès qu'on a son premier salaire, et d'investir au fur et à mesure des petits montants, avec 20% de son salaire. Il faudrait être riche ou gagner un gros salaire pour investir. Il faudrait être un grand connaisseur ou une grande connaisseuse de la bourse et des marchés. Lire la presse économique sur les stratégies d'entreprise. Bref, ces mythes sur l'investissement sont encore si présents dans les médias et sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans le podcast Femmes d'Action, le podcast de Fortunéo qui vous aide à reprendre votre argent en main et investir. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique, cofondatrice de Plan Cash. Pour résumer avec pédagogie et empathie comment s'y prendre et se repérer dans la jungle des investissements, j'ai convié à ce micro Morgane Ernoult. Vous êtes conseillère en gestion de patrimoine certifiée au cabinet L'Envol. Et si votre nom est connu de quelques aficionados du domaine, c'est parce que vous partagez régulièrement vos connaissances sur LinkedIn. Bonjour Morgane. Bonjour Léa. Alors dans cet épisode, pas de conseils en investissement. Mais on va tenter de rassurer celles et ceux qui ont compris l'importance d'investir, qui savent qu'il faut se lancer, mais ne savent pas par quoi commencer. Et comme on va parler d'investissement, il faut rappeler, comme toujours, qu'investir comporte des risques de perte en capital, total ou partiel. Alors, on va rentrer directement dans le sujet Morgane Ernoult. Selon votre expérience, est-ce qu'il faut être riche pour investir ? Alors bien sûr, on n'a pas besoin d'être riche pour investir. D'ailleurs, c'est très compliqué de savoir finalement qui est riche, qui n'est pas riche. On est tous le riche et le pauvre de quelqu'un. Mais globalement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements accessibles à tous, dès 50 € par mois pour certains. Et du coup, c'est important de commencer dès que possible. Dès que possible. Alors, ça veut dire quoi, dès que possible? En tout cas, selon moi, ça veut dire une fois qu'on a son épargne de sécurité. L'épargne de sécurité, c'est à peu près 3 à 6 mois de ses dépenses courantes sur un livret. Livret A, livret développement durable, un livret sécurisé à la banque. Dès qu'on a ça et la capacité d'investir au moins 50 € par mois, c'est important de commencer à s'intéresser à l'investissement. Bon, il y a quand même une idée où il faudrait investir dans l'idéal à un pourcentage de son salaire ? Oui, idéalement, on dit qu'il faut investir 20% de son salaire. Alors, investir ou épargner? Épargner, ça veut dire déjà remplir son livret pour avoir son épargne de sécurité. Une fois que c'est fait, commencer à investir. Alors du coup, qui sont les personnes qui viennent vous consulter en tant que conseillère en gestion de patrimoine et même de matrimoine? Quels sont le profil type des clientes que vous voyez? Alors, mais il y a vraiment tout type de personnes qui viennent me voir. Quand même, le plus souvent, c'est lié avec un changement de vie ou un changement de projet. On change de travail, on vient d'avoir une petite donation de ses parents, on a besoin d'avoir un capital pour un apport immobilier. Et donc, dans ces cas-là, on se dit, tiens, je ne sais pas comment faire, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider. Et franchement, je suis assez contente parce que la plupart de mes clients sont quand même jeunes, ont entre 30 et 40 ans pour démarrer. Donc même si c'est pas idéal, on pourrait commencer plus tôt, c'est déjà un bon début. Très bien, donc première idée reçue qu'on casse complètement. Je me souviens quand même qu'il y a une dizaine d'années en France, le seul moyen pour les Français et Françaises d'investir, c'était d'aller voir leur banquier traditionnel dans le petit bureau, de poser des questions et finalement d'ouvrir une assurance vie ou un PEA, c'est-à-dire un plan en épargne en action, en s'en remettant complètement à ce banquier ou cette banquière. Mais l'émergence du numérique, l'émergence des banques en ligne, finalement, ça a tout changé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce bouleversement et comment l'investissement est devenu plus abordable pour tous? Effectivement, comme vous dites, hein, avant il y avait le banquier qui pouvait donner des conseils. On avait tous un banquier, donc forcément on allait le voir en priorité. Il y avait déjà des conseillers en gestion de patrimoine, mais c'était dur de les trouver. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de professionnels qui sont sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, et il y a effectivement beaucoup plus de produits accessibles en ligne. Il y a eu toute l'émergence des banques en ligne, donc déjà qui ont bien cassé le système de banquier traditionnel, puisque maintenant, quand on est dans une banque en ligne, on n'a pas une personne dédiée à la banque. Et il y a de plus en plus de produits, donc comme vous disiez, hein, les assurances vie, les plans d'épargne en action, les comptes titres, mais aussi de l'immobilier comme l'immobilier papier et les SCPI, qui sont accessibles en quelques clics en ligne. Voilà, et donc ça, c'est un vrai changement et qui permet finalement à des gens qui n'ont pas forcément un gros patrimoine, un gros salaire, de pouvoir se lancer. Effectivement, maintenant, en 1 heure, on peut avoir ouvert une assurance vie sans demander l'avis de son banquier. Ce qui est très important avant d'investir, c'est vraiment de se poser la question de ses projets et de ses objectifs de vie. Il faut surtout pas commencer à ouvrir des produits à droite à gauche parce qu'on a entendu que c'était bien, parce qu'on pense que c'est une bonne idée. Il faut se poser et se dire comment je vois ma vie dans le futur, parce que c'est que comme ça qu'on peut faire les bons investissements.
Après, il y a son livret qu'il faut un peu remplir pour avoir son épargne disponible immédiatement. Et c'est vrai qu'ensuite, le premier produit d'investissement qu'on ouvre, en général, c'est l'assurance vie. Parce que c'est un produit qui est extrêmement flexible, dans lequel on peut mettre du fonds euro, donc le fonds qui est garanti, et des unités de compte, donc des produits d'investissement, notamment boursiers, mais pas que. Donc là, c'est les Les actions, c'est actions, les ça fait des obligations. obligations. On peut mettre des parts de private equity aujourd'hui. Alors là, il va falloir que vous nous résumiez. La Voilà. différence entre actions et obligations, c'est quoi déjà? Alors, une action, c'est un titre de propriété, enfin, c'est un titre d'une entreprise, donc on suit en fait le cours d'une entreprise. Alors, dans les assurances vie, en général, on achète plutôt des paniers d'actions. Donc, soit des ETF, donc des trackers d'actions, on pourrait y revenir, soit des fonds d'investissement qui, eux, choisissent de leur côté les actions. Parce que, Ah oui, ça, c'est toutes les sigles qu'on ne connaît pas trop. OPCMV et ouais, autres OPCVM, SICAV. exactement. Donc, on voit quand on en discute que monter une assurance vie, c'est pas anodin. Donc, il faut bien définir ses projets en amont. Et ensuite, on peut faire confiance à une gestion pilotée. Donc, il y a tous les supports aujourd'hui en assurance vie disponibles sur Internet proposent de la gestion pilotée. Donc, nous, on rentre justement nos projets, nos objectifs, nos horizons de placement et notre temporalité d'investissement. Est-ce que je veux investir pour dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans? Est-ce que j'ai une appétence éco-responsable ou que c'est pas ma priorité, etc. Et les supports proposent des allocations, donc proposent des lignes d'investissement au sein de l'assurance vie. Mais alors, du coup, ce qui est important d'avoir comme connaissance, c'est plus ces projets de vie que d'avoir une culture un peu exhaustive sur la bourse et son fonctionnement. Il faut vraiment commencer par ses projets et objectifs de vie parce que sans ça, on va faire des erreurs. Alors, vous avez beaucoup parlé d'épargne et d'investissement. J'aimerais bien qu'on revienne sur une histoire qui concerne pas mal des abonnés de Plancage, pour le coup. Ce sont des jeunes femmes, finalement, qui viennent de catégories populaires ou plutôt du bas de la classe moyenne, de familles dans lesquelles il n'y avait pas forcément une grande culture de l'investissement ou du patrimoine, mais plutôt une culture de l'épargne, du budget, donc c'est-à-dire la petite fourmi qui met un peu de côté tous les mois. Pourquoi est-ce que quand on commence à bien gagner sa vie, même sans cette éducation-là, il faut commencer à s'intéresser à l'investissement? Pourquoi passer de l'épargne à l'investissement? Donc, épargner, ça veut dire en gros mettre de l'argent sur ses livrets. Enfin, sur ses livrets bancaires ou Voilà, pour, donc voire sur sécuriser. le compte courant pour ceux qui n'ont aucune culture financière. Ouais, non, ça, pour le coup, c'est pas le premier réflexe à avoir. Donc Voilà. plutôt sur les Donc, livrets, plutôt donc vraiment sécuriser, sécuriser ses ce qu'on placements. appelle liquide, donc c'est l'idée que je peux Voilà. les retirer d'un seul coup ou Et pas. encore, pas. Ouais. On va pas rentrer dans le débat, mais pas toujours. Par exemple, un placement qui s'appelle le plan d'épargne logement, le PEL, est un investissement sécurisé mais non liquide. On ne peut pas retirer des petits montants quand on veut. On doit fermer son PEL pour récupérer son Mais argent. alors, pourquoi il faudrait passer à l'étape supérieure? Quand j'ai un livret qui me rémunère, aujourd'hui, on est à quoi? On est à 2,7% par an. Voilà, c'est exactement ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a 2 livrets rémunérés à hauteur de l'inflation. Donc aujourd'hui, c'est le livret A et le livret développement durable et solidaire, qu'on appelle LDDS, qui sont rémunérés à 2,4%. Le pourcentage change très régulièrement. En fait, c'est censé vraiment juste protéger l'argent de l'inflation. C'est des livrets qui ne sont pas fiscalisés. Donc ça veut dire que c'est un pourcentage net. On ne va pas venir vous chercher de la fiscalité derrière. Tous les autres placements bancaires, sur lesquels on peut avoir envie de placer pour sécuriser parce qu'on ne sait pas quoi faire, c'est les placements qui vont être inférieurs à ce taux et qui vont être en plus fiscalisés. Donc, par exemple, on va vous dire, le PEL, en ce moment, c'est 1,75% de rendement brut. Il faut enlever encore 30% pour avoir un vrai rendement. Donc, c'est des rendements qui sont microscopiques. Oui, donc ça, c'est vraiment pas un investissement. Ça ne protège même pas de l'inflation. En fait, on perd de la parité de pouvoir achat. On perd pas de l'argent, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on perd de l'argent, mais on perd en pouvoir d'achat. L'investissement, déjà, ça permet de participer à l'économie réelle. Ça permet quand même d'investir, voilà, on peut choisir, est-ce qu'on veut investir dans des produits éco-responsables? Est-ce qu'on veut investir en Europe? Est-ce qu'on veut investir dans l'immobilier? On peut déjà quand même choisir dans quoi on a envie de mettre son argent, ce qui est quand même une preuve d'empowerment et une reprise en main de son propre argent. Et ensuite, il y a plein d'avantages. Il y a des avantages fiscaux, il y a des avantages sur la transmission, il y a la protection des conjoints. Enfin, voilà, il y a Mais c'est surtout beaucoup d'avoir plus un d'avantages. rendement plus élevé, Bien finalement. sûr, ça va avoir un rendement plus élevé, mais on faut toujours avoir en tête qu'il y a le couple rendement-risque, on dit ne divorce jamais. Donc si on veut un rendement plus élevé, il y aura toujours un risque plus élevé. Mais par exemple, on peut avoir très bien un rendement égal à son livret A au sein du fonds euro de l'assurance vie, mais avec beaucoup plus de protection. Protection de soi, protection du conjoint, protection des fonds. Et du coup, c'est aussi une question à se poser, quoi. En plus d'avoir plus de rendement, comment aussi protéger ma famille et mon argent? D'accord, donc faut vraiment regarder en fait les produits dont on est en train de parler là, un peu comme un ensemble, quoi. À la fois mes projets, à la fois le rendement, et puis à la fois quelles sont les conditions, les garanties qui vont permettre de donner des petits plus, quoi. Exactement. À quoi faudrait-il faire particulièrement attention quand on se lance enfin dans l'investissement?
Alors, il faut faire particulièrement attention à, encore une fois, désolé, mais bien avoir défini quels sont ses objectifs, pourquoi on se lance aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de faire demain avec cet argent. Il faut se former, c'est obligatoire. On ne peut pas faire confiance aveugle à quelqu'un. Donc, soit on se forme un peu en amont, soit on lit au moins un livre, on regarde au moins 2, 3 vidéos, et ensuite on prend le conseil, on prend les informations et on réfléchit. Il ne faut jamais signer quoi que ce soit tant qu'on n'a pas compris. Il ne faut jamais être impulsif sur les investissements parce qu'après, on est engagé parfois pour un temps Mmh. très long. Oui, donc à quoi on doit faire attention? On doit faire attention à ce couple risque-rendement. C'est-à-dire que si on nous Exactement. promet, j'en sais rien moi, 10 de réussite en bourse sur un ETF avec les 500 plus grandes entreprises américaines, bon, ben, on sait que le risque est à peu près proportionnel. C'est très important d'avoir les rendements cibles en tête. Il y a une échelle de rendement. Globalement, tous les produits sécurisés, donc type livret A, LDD, vont être alignés sur l'inflation. Donc en Oui, général, l'inflation on est autour de 2%, donc ça va être autour de 2%. oui, mais ça peut monter un peu plus, mais en tout cas, c'est toujours 3 ou C'est 4 grand autour de max. l'inflation. Les produits, on va dire, qui sont sur un couple rendement-risque moyen, ça va être aujourd'hui, là, en 2025, entre 4 et 5-6%. Là, on est sur un couple, en général, le rendement-risque moyen. C'est par an, hein, c'est un pourcentage qui s'apprécie par an. Quand ensuite on va sur du 8-10, c'est plutôt les investissements boursiers, donc comme le S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations américaines. Quand on propose plus de 10%, il faut vraiment faire attention aux petites lignes. C'est possible, hein, mais c'est soit que l'argent peut être bloqué sur le long terme, typiquement sur des placements, on va dire, d'investissement dans des startups ou PME, par exemple, soit que ça va être très, très risqué, soit qu'il y a voilà, des petites lignes, des petites clauses implicites. On l'a vu avec le crowdfunding immobilier, par exemple, qui a proposé du 10% pendant quelques Oui. années et qui maintenant, on en revient un petit peu, quoi. Alors, ce que vous décrivez là sur les performances et les performances idéales, souvent celles qui sont vendues dans les petites lignes ou sur les critères des produits. Mais la réalité, c'est qu'il y a des variations très, très fortes. Et souvent, ces perfs, elles sont calculées sur les 10 dernières années, mais personne n'a une baguette magique pour deviner sur les prochaines. Alors, vous n'avez pas cité une chose à laquelle je trouve qu'il faut faire quand même particulièrement attention, et notamment sur les premiers produits dont on a parlé tout à l'heure, assurance vie et plan d'épargne en action, c'est les frais. J'ai l'impression que les frais, c'est un des gros domaines. Nous, on a des abonnés qui nous racontent, j'ai ouvert une assurance vie dans une banque traditionnelle physique, j'ai pas regardé sur la question des frais, et en fait, je me retrouve avec des frais faramineux qui me grignotent presque chaque année mes avantages. Alors qu'en ligne, aujourd'hui, on trouve justement des frais beaucoup plus minces que sur d'autres partenaires. Et effectivement, il faut faire attention aux frais. En fait, il faut savoir se former pour savoir aussi qu'est-ce qu'un frais juste. Parce qu'au final, quand on vous dit c'est 2% de frais, 2%, ça Oui, paraît pas énorme. Donc on se dit, bon, bah, ok, 2%, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup. Donc il faut bien se renseigner en ligne ou demander à des CGP, demander autour de soi quel est un frais juste et avoir une idée des frais. Pour l'information qu'on peut donner aujourd'hui, en PEA, donc en plan d'épargne en action, le frais juste, c'est 0. Il ne faut pas qu'il y ait mmh, de frais de gestion en PEA. Il y a juste des frais à l'achat des produits, donc des actions sur les plans d'épargne action. Et sur une assurance vie, on va dire des frais justes, ça va être entre 0,5 pour les toutes meilleures assurances vie, jusqu'à 1, parfois 1,1 s'il y a des options un peu exceptionnelles sur l'assurance vie. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Parfois, il y a des frais. Ce qui est important de savoir, c'est pourquoi on les paye. Pourquoi on paye ces frais? Est-ce qu'on est content de les payer? Par exemple, il y a mmh. des assurances vie en ligne qui sont bien, qui sont en gestion pilotée. Donc ça veut dire que vous avez juste rempli un petit questionnaire et l'assurance vie, elle vous propose une allocation. Donc là, il y a plus de frais, mais c'est parce que vous avez payé le service du Voilà, pilotage. quelqu'un qui nous accompagne vraiment tout le long. Si vous allez voir un conseiller en gestion de patrimoine, il y aura des frais. Il va se rémunérer. Si vous dit qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y a un loup, c'est Mmh. qu'il y a un problème et c'est qu'il faut revoir un peu aussi sa copie. Donc, parfois, il n'y a pas de frais du tout. Et à ce moment-là, vous devez gérer tout seul et vous former tout seul. Et du coup, il y a des frais de formation envisagés. Parfois, il y a des frais d'accompagnement et c'est normal, mais il faut savoir pourquoi on les paye. Alors, si on a bien compris ce système des frais et qu'on cherche à en payer le moins possible, vers quoi faudrait-il se tourner? Alors, pour les frais, c'est surtout important de bien les lire et de bien les comprendre. Il peut y en avoir de multiples. Parfois, il y a des frais d'entrée, il y a des frais de gestion, il y a des frais sur chaque unité de compte. Donc, ce qui est important, c'est de bien lire le document et de bien avoir en tête tous ces frais et de comprendre pourquoi on les paye. Il y a beaucoup de contrats maintenant en ligne qui existent avec les banques en ligne ou avec d'ailleurs d'autres types de contrats qui permettent de réduire ces frais quand on veut une gestion pilotée ou une gestion sous mandat ou quand on veut gérer soi-même son assurance vie. Le mieux, c'est de se diriger quand même sur des contrats en ligne.
Alors, si je décide d'ouvrir mon assurance vie toute seule et de la gérer toute seule, ou si je décide d'ouvrir un PEA où, en gros, la gestion solo est la forme la plus courante, qu'est-ce que je mets dedans ces différentes enveloppes d'investissement? Alors, on va commencer par le PEA parce que c'est le plus facile à ouvrir et à gérer. Le PEA, donc plan d'épargne action, c'est un produit qui est vraiment simple à ouvrir, dans les banques en ligne notamment, qui est simple à gérer parce qu'on peut mettre les fameux ETF. Donc les ETF, c'est des paniers d'actions. On suit strictement un indice boursier. Par exemple, si on achète un ETF CAC 40, on va suivre les entreprises du CAC 40 dans la proportion Oui, les plus du CAC grosses 40. entreprises Les françaises. 40 plus grosses entreprises françaises. Mais exactement, en fait, on va suivre exactement le CAC 40. Donc pour nous, c'est facile. On achète une ligne, un produit, et on suit 40 entreprises. Ça, c'est bien pour une autre chose, pour l'un des critères importants de l'investissement qui est la diversification, en Et fait, pour les si j'ai frais aussi. plusieurs. Et pour les frais. Exactement. Donc, les ETF, c'est bien pour la facilité, la diversification et pour les frais, parce que vu qu'on suit strictement l'indice, il n'y a pas de réflexion derrière, il n'y a pas des centaines d'analystes qui travaillent sur les fonds, et donc c'est moins cher. Donc, dans le PEA, vous pouvez acheter ces fameux ETF. Il y a une bonne stratégie dans le PEA, c'est de mettre l'ETF MSCI World, qui est l'ETF le plus diversifié, qui suit les à peu près 1400 plus grosses entreprises mondiales. Il y a plusieurs ETF MSCI World qui existent en fonction de votre PEA. Et là, vous avez juste à acheter ça. On ne met pas directement plein de capital sur un ETF ou sur n'importe quel placement d'ailleurs. On investit régulièrement, tous les mois, pour diversifier son investissement. Donc ça, PEA, c'est facile à ouvrir, c'est facile à gérer. Avec une petite formation, quelques vidéos, quelques tutos, payants ou gratuits d'ailleurs, vous pouvez le faire très bien tout seul. Mais on peut aussi ouvrir des actions dessus un PEA. Vous pouvez mettre sur votre PEA des actions, mais uniquement des actions françaises ou européennes. Et des SCPI ou des SCI, vous savez, ces outils qu'on peut utiliser pour investir en immobilier en ayant juste une part du bien. Est-ce qu'on peut mettre ça aussi dans des assurances vie ou dans des PEA? Les SCPI, on peut les mettre en assurance vie, mais pas en PEA. Mais finalement, est-ce qu'on peut limiter son risque en faisant un peu de diversification? C'est-à-dire, encore une fois, si j'ai choisi ce secteur-là, mais qu'à côté, j'ai d'autres secteurs, Exactement. je diminue les risques. La diversification, c'est vraiment clé. Il faut vraiment tous les produits dans votre portefeuille. Il faut que vous ayez autant des actions que des obligations, que de l'immobilier. Si vous avez un peu plus de patrimoine, parce que c'est accessible avec un peu plus de patrimoine, du private equity. Donc, private equity, c'est des investissements en direct dans des startups, PME, parfois moyennes entreprises. Et c'est vraiment important d'essayer de toucher à tout. Et encore une fois, c'est accessible à partir de petits montants, hein. On peut investir 50 € en assurance vie tous les mois. On peut investir 10 € en PEA tous les mois si on veut investir 10 €. On peut investir 50 € en SCPI très facilement. Ok, mais c'est pas ça le mieux, d'investir juste d'un seul coup une grosse somme. Ce que vous dites, c'est que le mieux, c'est d'investir des petites sommes au fur et à mesure. Exactement. Le mieux, dans un monde idéal, c'est de commencer dès la sortie des études, dès qu'on a son premier salaire, et d'investir au fur et à mesure des petits montants avec 20% de son salaire, en augmentant progressivement en fonction de son salaire augmentant les montants. Et il faut quand même bien, tous les ans idéalement, se reposer la question, ok, voici mon patrimoine, est-ce que ça correspond toujours à mes projets, à mes objectifs? Parce qu'à 25 ans, on n'a pas les mêmes objectifs qu'à 40, on n'a pas les mêmes objectifs qu'à 50. Donc c'est pas parce qu'on met en place une stratégie à un moment qu'il faut forcément la suivre ad vitam aeternam. Il faut bien la remettre en question Cette tous les ans. stratégie, c'est celle que sur les réseaux sociaux, beaucoup appellent l'investissement programmé ou le DCA, Dollar Cost Average. Pourquoi c'est bien d'investir toujours la même somme? Parce que des fois, je vais acheter très cher mes actions ou mes ETF. Parce que ça évite les biais cognitifs que l'on a tous sur les marchés. Globalement, l'homme est fait pour suivre le troupeau. Parce que si on ne suit pas, à l'époque, la personne qui court, on risquait de se faire manger par le dinosaure. Donc, quand tout le monde commence à parler de quelque chose, d'un placement, en général, c'est que le placement est très haut et c'est le moment où on a envie d'acheter. On l'a vu avec certains produits. Là, on le voit par exemple en ce moment avec l'or. L'or est Ouais. très haut, donc tout le monde me parle de l'or. Moi, en tant que gestionnaire de patrimoine, les gens n'en avaient rien à faire il y a encore un an. Maintenant, c'est l'or, l'or. Oui, l'or, il est très, très, très haut en ce moment. Et donc, en général, c'est à ce moment-là qu'on a envie d'acheter. Donc, surtout, c'est pas ce qu'il faut faire, parce que si on achète au Parce que plus c'est haut, le moment où il va rebaisser. on va se faire avoir. Et du coup, on peut lancer l'investissement à ce moment-là, comme ça, on est content, on dit j'ai lancé au bon moment, j'étais intelligent. Mais il faut bien investir un peu tous les mois, comme ça, on achète les hausses et les pertes. Moi, ce que je dis aux clients, c'est que si on fait ça, si on investit un peu tous les mois, et ben quand ça sera haut, vous serez content, parce que vous aurez plus de patrimoine que précédemment. Et quand ça sera bas, vous serez content parce que c'est les soldes et on peut acheter bas. Donc, on est toujours content, c'est bien avec cette méthode. D'accord. Donc, il n'y a pas de risque sur ce genre de méthode-là. Alors, il y a toujours un risque, hein. Il y a
En fait, c'est encore une fois, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire ses projets. Parce que typiquement, on dit, OK, investir 50 € par mois sur un ETF monde, c'est bien. Ça, on peut le dire comme ça, on peut dire, OK, c'est bien. Mais si notre projet, c'est d'acheter un bien immobilier dans 3 ans. 3 ans, c'est trop court pour investir en bourse. À 3 ans, il ne faut pas investir sur les marchés financiers. Là, on l'a vu avec Trump, ça peut baisser très vite. Oui. Là, ces Donc, il 4 faut pas dernières risquer. années entre le Covid, Trump, la 2022, crise. voilà. Et du coup, il faut pas investir Enfin, il faut bien se dire, OK, là, cet argent, c'est pourquoi? C'est pour la retraite, pas de souci. On peut mettre sur des actions dynamiques. Si c'est pour un horizon court terme, il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se dire, OK, c'est quoi moi ma stratégie? C'est quoi moi mes objectifs? Et pas écouter à droite, à gauche ce qu'on nous dit sur Internet. Parce que sinon, on va pas faire une stratégie qui correspond vraiment à soi et à ce dont on a besoin. Oui, voilà. Que si notre projet immobilier est dans 3-4 ans, c'est une question qui revient très souvent chez les abonnés de Plancage. Si notre envie d'acheter dans l'immobilier, c'est dans 3-4 ans, en fait, je vais pas aller investir en bourse, Non. pas en assurance vie, pas en PEA, ou alors j'investis, mais pas la totalité de mon capital. On peut investir sur le fonds euro de l'assurance vie. Par exemple, parfois, il y a des boosts, il y a des actions marketing qui font qu'il y a des boosts sur les fonds euros. Les fonds euros, ils sont garantis. On peut investir un petit peu en obligations si on a à horizon 3-4 ans. Mais voilà, basta, on va pas faire plus que ça, quoi. Alors moi, j'entends beaucoup, notamment à la radio et sur les réseaux, la fameuse phrase « Ceci n'est pas du conseil en investissement ». On a d'ailleurs fait ce warning à un moment dans le podcast. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas répliquer, allez, j'allais dire bêtement, mais répliquer sans trop réfléchir la stratégie de quelqu'un, d'un ami qui est très compétent dans le domaine? Et ben, c'est vraiment le principal problème qu'il y a en ce moment avec le développement des réseaux sociaux, le développement des vidéos YouTube, le développement des podcasts. Les gens vont écouter une stratégie, ils vont retenir que ce qu'ils veulent, on le sait bien, et ils vont essayer de l'appliquer pour eux-mêmes. Mais prenons un exemple. On parlait tout à l'heure des SCPI. Donc les SCPI, c'est les sociétés civiles de placement immobilier. C'est investir dans des fonds d'investissement qui achètent des immeubles et qui gèrent les immeubles, les locataires, la rénovation, etc. Souvent, c'est des immeubles professionnels, de bureaux, de commerce. Et ils versent du coup à l'investisseur un loyer qui s'appelle un dividende. Mais dans les faits, c'est un loyer. Oui, c'est ce qui permet d'accéder au rêve de la propriété, mais avec des petits revenus, quoi. Ça, c'est top. On investit dans l'immobilier, on n'a pas de locataire à gérer, on est super content. Oui, mais sur la plupart des SCPI, il y a des gros frais d'entrée qui sont de l'ordre de 10-12% et qui, du coup, pénalisent un investissement de court terme. Les SCPI doivent être considérés comme des investissements de très long terme. Et en plus, il y a une grosse problématique de fiscalité sur les SCPI. Donc, typiquement, on écoute un podcast où ils disent les SCPI, c'est génial, voilà. On investit dans les SCPI. Sauf que nous, on avait projet d'acheter une maison dans 5 ans. Oui. Eh bien oui, les SCPI, c'est génial, sauf que ça correspond pas à mon projet, à mon objectif. Parce que dans 5 ans, j'ai perdu tous les frais d'entrée, ils sont pas encore remboursés par la SCPI, le montant n'a pas encore assez augmenté. On peut prendre aussi l'exemple du PEA. Si moi, je dors mal la nuit, je ne peux plus dormir la nuit si j'ai perdu 5% d'argent. Ah, les anxieux et l'investissement, c'est important. Et que du coup, le PEA, c'est génial, tout le monde le dit sur LinkedIn, je veux ouvrir mon PEA. Je veux mon PEA, je mets mon ETF monde, qui est bien, hein. Encore une fois, c'est bien de faire ça. Et je regarde 8 fois par jour. Et là, Trump dit un truc, c'est en rouge, je dors plus, j'ai fait une connerie, du coup, je vends, je veux plus en entendre parler. Et ben voilà, là, on a perdu son argent. Donc, si on se connaît pas, si on connaît pas ses propres limites et ce qu'on a vraiment envie de faire, et ben, des bons investissements pour certains peuvent être des très mauvais pour d'autres. D'où le fait que, quand on parle d'investissement, pour mettre un warning là-dessus, on dit, attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, réfléchissez à vous-même et consultez un professionnel avant de suivre les conseils aveuglément. Je vais prendre 1 ou 2 exemples de la communauté Plancage, comme ça illustrera bien cette idée qu'on ne suit pas bêtement ce que font les autres. J'avais entendu le témoignage d'une femme d'à peu près 50-60 ans qui avait été en couple, qui avait laissé pas mal son mari gérer les investissements, qui avait fait un certain nombre de choix de carrière où elle s'était un peu retirée du marché du travail à certains moments clés. Et le mari avait déjà des investissements avant le couple. Elle, non. Au moment de la séparation, elle se retrouve quasiment sans investissement. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Il y a une stratégie idéale qu'elle aurait pu adopter pour préparer sa retraite ou en tout cas sa fin de carrière après le divorce ou la séparation? Alors déjà, c'est avant le divorce, surtout qu'il faut commencer à préparer. Quand on est en couple et qu'il y en a un qui s'occupe plus du foyer que l'autre, il faut être certain que chacun puisse investir de l'argent à son nom. Et ça, pour le coup, maintenant, moi, je suis très catégorique. J'essaie de jamais faire de placement en co-souscription, les deux ensemble, parce qu'il y a toujours,
en cas de divorce un peu compliqué, il y en a un qui peut retenir les investissements en signant pas les papiers de Oui, et de l'autre se dissolution. retrouve sans Et ce l'autre se besoin retrouve, voilà. financier de cash. Et puis, voilà, souvent, oui, historiquement, c'est le mari qui gère, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas déclarer ses impôts et du coup, on se retrouve aussi, sur la paille par rapport à ça. Donc si vous êtes en couple et que vous travaillez un peu moins, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, c'est très bien. Si votre conjoint, il arrive à mettre 1 000 € de côté par mois, vous êtes censés aussi pouvoir investir, à peu près le même montant en théorie, par mois pour vous sécuriser, vous-même. Et après un divorce, compliqué, là, encore une fois, il faut se raccrocher à ce qu'on a. Il faut se poser la question: «OK, maintenant, c'est quoi mes nouveaux objectifs?» Je suis toute seule et franchement, dans ces cas-là, hem, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est bien d'aller voir un professionnel pour remettre tout à plat. OK, Mmh. on remet tout à plat, on en est où? Est-ce qu'on se retrouve vraiment dans une situation très compliquée? Et dans ces cas-là, il y a des aides ou alors il faut retourner sur le marché de l'emploi. Enfin voilà, il faut se faire accompagner, aussi là-dessus, quoi. D'accord. Je prends notre exemple encore différent pour vraiment montrer qu'on a chacune ou chacun des stratégies qui varient beaucoup. Une personne qui est salariée et qui a envie de quitter le salariat à un moment pour monter sa propre entreprise et mieux gérer, son temps et cetera. Bon, est-ce que cette personne-là, elle a intérêt à investir ou pas? Et d'ailleurs, les entrepreneurs, faut qu'ils investissent ou pas? Ah les entrepreneurs, on est obligés, d'investir. Pourquoi? Parce que la retraite qu'on nous prévoit n'est pas terrible. Non, en gros, Et le chômage? ouais. En fait, en tant qu'entrepreneur, on n'a aucune sécurité. On a très peu de sécurité en cas d'arrêt prolongé. On peut avoir des assurances, mais voilà, on a quand même très peu de sécurité en cas d'arrêt prolongé. On n'a pas de chômage. On est engagé sur notre, entreprise. On a une retraite qui est moins élevée, en fait, que les avantages, des CDI. Donc c'est nécessaire d'investir. Il faut faire, vraiment attention à ça. Et pour l'exemple de quelqu'un qui pense Oui. peut-être devenir entrepreneur, il y a un investissement, je vous donne un petit tips, qui est assez intéressant, c'est le PER, le plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, normalement, c'est Horizon Retraite, mais il peut être débloqué quand on est entrepreneur et qu'on arrive à la fin de ses droits au chômage. C'est une des sorties sympas du PER parce qu'on ne repaye pas les impôts qu'on a gagnés au démarrage et ça permet d'injecter un peu de capital dans son entreprise. D'accord. Pour moi, dans le PER, c'était surtout un investissement qu'on faisait quand on gagnait, très bien sa vie et qu'on voulait défiscaliser. Mais on peut aussi, voilà, y gagner d'autres avantages par rapport à une assurance vie, hein, ou un autre produit. Le PER, c'est effectivement un produit plutôt défiscalisant. Donc effectivement, on investit plutôt en PER pour récupérer un petit peu d'impôts. C'est bloqué jusqu'à la retraite, donc il faut bien avoir ça en tête. À la retraite, attention, on va venir nous récupérer l'impôt qu'on a gagné au début. Donc c'est intéressant parce qu'on capitalise pendant tout ce temps-là, mais c'est pas magique du tout. Faut quand même avoir conscience qu'on va repayer à la sortie. Sauf certains cas de sortie anticipée, le plus sympa étant, la fin des droits au chômage pour un lancement, d'entreprise. D'accord, mais que ce soit, cette chose-là pour la fin des droits au chômage ou que ce soit une assurance vie, il y a encore toujours cette idée que finalement, si je retire au moment qui m'arrange le plus moi, c'est pas forcément le moment qui est le plus arrangeant par rapport à mes gains et par rapport au marché financier. Il y a toujours un risque de perte. Et donc d'ailleurs, c'est une bonne transition. Il faut vraiment sécuriser ses fonds en cas de projet. Donc par exemple, là, je donne naissance à un enfant, tout de suite et je suis stressée par rapport à cet enfant. Je me dis: «Ah, il va faire des études, ça va me coûter extrêmement cher. Je vais commencer tout de suite à investir pour lui». Vous l'imaginez déjà en école de commerce? Ah, HEC, Sciences Po, c'est sûr. Et du coup, il faut se dire: «OK». Donc les parents, dites-vous que les parents aujourd'hui, alors après chacun, mais il y a certains parents aujourd'hui qui ont conscience que les études sont chères, qui habitent parfois pas du tout dans les grandes villes, donc qui ont conscience en plus qu'ils devront payer un logement et cetera, qui me disent: «Moi, je veux 100 000 € pour mon enfant à ses 18 ans». Mmh. C'est Ça, possible, c'est non? un projet très précis pour C'est le un coup, projet très mais précis. Imaginons qu'on veut faire ça. Mon enfant, il vient de naître, je vais décider de mettre, 400 € par mois, sur un produit dynamique, donc risqué, on est bien d'accord, parce que l'horizon de placement, c'est 18 ans. Pendant 18 ans, on ne va pas toucher à cet investissement. Pour l'instant, les performances passées ne préjugent pas, on dit, des performances futures. La bourse a quand même toujours été haussière et sur un horizon de placement à 18 ans, surtout quand on investit tous les mois, la probabilité de gagner de l'argent est quand même très élevée, plus élevée que celle de perdre en tout cas. Et du coup, on investit tous les mois pour cet enfant. Par contre, l'enfant, quand on approche des 18 ans, là, c'est important de sécuriser, l'argent. Parce que si il veut faire une école de commerce et qu'il faut payer, beaucoup, à 21 ans et que c'est à ce moment-là que Trump décide d'appliquer des droits de douane à 145% sur la Chine, on se retrouve un peu dans une situation inconfortable. Donc, à partir des, je sais pas, 15, 16, 17 ans de l'enfant, on peut demander à l'assurance vie. Donc ça, en général, il y a des options automatiques, ou alors on appelle son gestionnaire,
ou alors on demande à la gestion pilotée de sécuriser les fonds pour que... De sortir petit à petit. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste en assurance vie, on ne perçoit pas de fonds sur son compte courant, mais tous les mois, l'assurance vie va vendre des produits risqués et racheter du fonds euro qui est sécurisé. Là, vous venez de nous dire quel est le problème d'appliquer la stratégie de quelqu'un d'autre. Mais vraiment, quels seraient, selon vous, en tant que conseillère en gestion de patrimoine, les conseils à donner pour éviter les plus grosses bourdes, les gros fails qu'on entend de temps en temps? Formez-vous. Ne croyez pas que vous pouvez faire 15% de rendement sans risque. Le rendement sans risque, ça n'existe pas. Diversifiez bien les produits. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Parlez-en autour de vous. On a un gros tabou par rapport à l'argent en France. Du coup, on a tendance à faire ces petits investissements de son côté, alors que peut-être que si on en avait parlé avec 2-3 personnes, on aurait des sons de cloche différents qui auraient permis de réfléchir un peu plus. Mais si possible, des personnes compétentes et non pas tonton Jeannot. Oui, mais même tonton Jeannot, en fait, même d'en parler à un repas de famille où on pense que personne n'est compétent, potentiellement, quelqu'un va vous dire genre « Ah bah moi, par exemple, j'ai fait ça, et en fait, c'était pas une bonne idée, parce que mon placement, il est bloqué, j'avais pas bien conscience que c'était bloqué. » Ou quelqu'un va vous dire « Ah bah moi, j'ai fermé mon assurance vie bancaire. » Et du coup, ça va vous faire tilt. Vous allez vous dire « Ah bah, s'il l'a fermé, moi aussi, je peux le faire. » Donc, il faut quand même pas hésiter à parler d'argent, parlez-en avec vos collègues. Potentiellement, vous allez trouver quand même une ou deux personnes qui peuvent vous donner des petits tips. Et puis, écoutez des podcasts, regardez des vidéos YouTube. Il y a quand même énormément de conseils en ligne. N'appliquez pas bêtement ce qu'on vous dit, mais en tout cas, ça permet quand même d'avoir une culture de plus en plus importante. Oui, finalement, l'idée, c'est d'investir dans ce qu'on comprend ou qu'on comprend un petit peu. On pourra jamais tout comprendre. Typiquement, si on fait une assurance vie en gestion pilotée ou en gestion sous mandat, on pourra jamais... C'est que c'est très compliqué de comprendre toutes les lignes. Il y aura peut-être 15 lignes. On peut regarder un ou deux fonds pour voir si ça nous parle. On ne pourra pas comprendre toutes les lignes. Mais il faut avoir compris les frais qu'on paye, pourquoi on a ouvert une assurance vie, à quel point elle est risquée ou pas. Voilà, qu'est-ce qui se passe finalement à l'intérieur de l'assurance vie. Quand je mets 50 € par mois, où ça va? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Alors, puisqu'on a parlé en début d'émission de cette idée d'aider plutôt les femmes à apprendre à investir, il y a une étude intéressante de l'université de Warwick, Warwick Business School, qui révèle que parmi celles et ceux qui débutent en investissement, les femmes sont un petit peu meilleures que les hommes, que leur rendement est légèrement supérieur de 1,8% en plus. Comment on explique ce rendement un peu contre-intuitif avec tous ces freins que peuvent rencontrer les femmes quand elles se mettent à investir? Alors, moi, je pense que les femmes sont plus prudentes. Alors, on pourrait se dire, si on est prudent, on fait moins de rendement, mais non. Oui, parce qu'on fait moins de risques, on prend moins de risques. On prend moins de risques, mais en fait, on prend des risques plus mesurés. Il y a une très mauvaise expression en France qui dit « investir en bon père de famille ». C'est très faux. Il faut vraiment investir en bonne mère de famille, c'est bien mieux. Les femmes sont beaucoup moins sensibles aux arnaques, par exemple. On va dire « Ah, viens sur mon placement, on va faire un rendement de 25% cette année, c'est très peu risqué et tout ». Il y a plus d'hommes qui vont cliquer sur le bouton que de femmes. Les femmes, elles ont vraiment conscience de la sécurité de leur famille, de leurs aînés, donc elles vont quand même plus faire attention à leur placement. Et il y a des études aussi qui montrent que les femmes se montrent plus vulnérables auprès du monde, de leurs proches, et du coup vont plus parler d'argent. Vont plus, comme elles sont moins confiantes, elles vont plus confronter leurs idées. Aller voir tonton Michel, ou aller voir en tout cas des vidéos, aller voir leurs collègues et dire moi j'ai vu ce truc, je pense que c'est bien, mais t'en penses quoi? Alors que les hommes, non, c'est bon, on a vu 3 vidéos, on fonce tête baissée, on met all-in sur un investissement, et du coup, les risques de perte sont bien supérieurs. D'accord, donc il y a des choses à retenir dans la façon d'investir des femmes et qui peuvent servir finalement à toutes et à tous. Exactement, notamment d'en parler. Merci Morgane Arnoux d'avoir rassuré nos auditeurs et nos auditrices sur les tout premiers investissements. Car oui, on peut investir sans être riche et avec des tout petits montants et sans tout connaître par cœur. Femme d'Action est un podcast produit par Fortunéo en collaboration avec Slide.fr. Je suis Léa Lejeune de Plan Cash et j'étais ravie de présenter cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, à commenter, à liker, vous abonner. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et lancez-vous, c'est le moment de reprendre en main votre argent.